Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour la review rattrapage des scans 925 à 927. Alors, au début, je voulais lire tout l'arc, tout l'acte 2 de Wano Kuni, mais du coup, il y a beaucoup de points qui sont à aborder. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que pendant que je rattrape les scans, je vais noter les choses dont je veux parler. Et lorsque j'arriverai à trop longtemps, je ferai une review des scans X à Y. Donc, le début de l'acte 2 de Wano Kuni commence avec Perona qui apprend que Moria est toujours vivant. Donc Moria de retour, recruté par Barbe Noire. Alors Moria, en fait, il vient sur l'île parce qu'il cherche Absalom. Il y a la meuf qui sait se transformer un peu comme Mister Two, mais peut-être qu'elle peut se transformer en plein d'autres trucs qui se fait passer pour Absalom. Shiryu de la pluie qui a pris le fruit de l'invisibilité le frappe. Et là, Moria demande à parler avec Barbe Noire et Barbe Noire lui propose de rejoindre son équipage. Alors déjà, je pense que c'est intéressant de se rappeler que Moria, il avait fait Thriller Bark, il avait pris les ondes de beaucoup de personnes et les avait données à des cadavres, justement pour avoir leur force et avoir des gens qui l'écoutent au dos et à l'œil, parce qu'il avait perdu tout son équipage en affrontant Kaido, et que du coup, il a, on va dire, un passif avec Kaido. Moi, à l'époque, je pensais que Moria allait revenir justement lorsque Luffy allait faire face à Kaido, et justement, pour dire en mode, ouais, voilà, Luffy, blablabla, blablabla, Kaido, je peux l'affronter aussi, je vais l'éclater moi aussi. Et je pensais sincèrement qu'il ferait partie un peu de l'équation dans l'affrontement contre Kaido. Un peu comme on a vu Crocodile à Impel Down réintervenir en mode, moi aussi je vais te libérer. On s'est dit, le temps de ma libération. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il faut quand même noter que même si Barbe Noire propose à Moria de rejoindre son équipage, je vois très mal Moria volontairement aller dans l'équipage de Barbe Noire. Après tout, il a tué son pote parce qu'il cherche des fruits du démon puissant. Donc je vois bien Moria s'opposer à, comment ça s'appelle, à Barbe Noire et peut-être réussir à s'enfuir et aller chercher de l'aide et s'allier à Luffy en mode ok Luffy, tu m'avais battu, t'as tenu tête à un empereur. Barbe Noire, il a tué mon ami, Kaido, il a tué ici, je veux te rejoindre. Je le voyais plus en fait faire quelque chose du genre par rapport à ce que j'ai lu. Et si le pouvoir, et si Barbe Noire est intéressé par le pouvoir des ombres de Moria, ça pourrait être intéressant qu'il le prenne et qu'il le donne justement à un de ses membres d'équipage. C'est aussi l'occasion de reparler un peu du pouvoir de l'invisibilité que Shiryu a pris. Donc l'utilisation par un adversaire puissant peut-être sera mieux euh, que par Absalom. Après tout, Shiryu de la Pluie, c'est un épéiste, il est dangereux, il était l'ancien directeur d'Impel Down. Mais mais moi, je trouve très sincèrement que le pouvoir de l'invisibilité, à part s'il permet d'échapper au acquis de l'observation, c'est pas vraiment quelque chose de grandiose. Mais je pense qu'Oda va faire en sorte que l'invisibilité soit totale, même au niveau du acquis, lorsqu'on a atteint l'éveil, et que du coup, ça pourrait rendre Shiryu un adversaire très dangereux qui peut trancher en restant invisible. Je ne me rappelais plus trop des limites de ce pouvoir, mais en fait, il permet juste de devenir invisible aussi longtemps qu'on veut. Et après, il me semble que Sanjay a utilisé des balles de sel pour pouvoir justement voir Absalom et pouvoir l'affronter. Voilà, voilà. Ensuite, la rêverie est abordée par Barbe Noire en disant, t'as vu ce qui se passe à la rêverie, les révolutionnaires, ils ont attaqué en essayant de récupérer Bartholomew Kuma. Donc, peut-être que les scans en parlent, donc je vais éviter de faire trop d'hypothèses. Par contre, il est mentionné que les révolutionnaires ont affronté non seulement Fujitora, mais aussi Ryogogyu. Alors Ryogogyu, qui est l'amiral qu'on n'a pas encore vu, qui est le taureau vert. Alors, en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Je suis vraiment très intéressé par savoir pour savoir, euh, pour savoir qui est cet amiral, si c'est un ancien de la marine, si c'est un peu comme Fujitora, un mec un peu vagabond qui a rejoint la marine. Je suis très intéressé par son histoire, donc du coup, vu que je suis pas encore à jour au niveau des scans, peut-être que ça a déjà été dit, donc je vais attendre. Par contre, voilà, la question qui se soulève, c'est que s'est-il passé à la rêverie? Un abonné avec qui j'ai parlé m'a demandé ce que je pensais de la rêverie. Pour le moment, ce que je peux te dire de la rêverie, c'est que bah, je suis content de revoir des anciens personnages, Correa, Dalton, Vivi, on revoit Rebecca. J'ai pas vu Pell de souvenir, mais peut-être qu'il est là. Wapol, c'est très marrant de le revoir. Mais pour le moment, vu que je suis pas encore à jour au niveau des scans, peut-être qu'il y a plus d'informations sur la rêverie. Et donc, je vais pas me permettre d'en parler. Par contre, je tiens à aborder un sujet, c'est la calamité, Jack, la sécheresse. Je trouve que c'est juste c'est juste un larbin, il a beau porter le titre de lieutenant et compagnie. Franchement, de ce qu'on a vu de lui, il n'a pas été très très grandiose. Et de ce que j'ai entendu de mon petit frère, mais je vais pas m'avancer, euh,
parce que j'ai pas rattrapé les scans, franchement, je trouve que le personnage de Jack, il est mal exploité. C'est comme je le disais, je pense qu'il aurait dû être le boss de l'arc Zoo, c'est-à-dire qu'il se fait pas battre par Zuneisha, j'ai vu le nom du coup, par Zuneisha, mais que vraiment il est sur le truc, qu'il faut venger les Minx, qu'avec tous ces petits smiles, il a une petite panoplie, pas d'adversaire super puissant, mais que justement Luffy finit par se faire face à lui, et que ce soit son premier combat contre un lieutenant d'empereur avec un arc un peu plus poussé, un peu plus tiré. Mais après, je peux peut-être comprendre aussi que Oda a voulu passer vite l'Arc Zoo parce qu'il avait prévu d'intégrer les Minx dans le futur du manga et donc du coup, pour les développer, il a préféré développer ça au cours d'autres arcs. Mais je trouve que Jack n'a pas donné ce sentiment, à part dans le flashback quand on entend juste par début en disant il a battu Inoharushi et Nekomamushi, et qu'après il a utilisé le gaz et tout, on voit vraiment que c'est un méchant, qu'il a pas de limite, je fais tout pour vaincre mon ennemi. Mais après, de ce que j'ai entendu, mais je ne dis pas ce que j'ai entendu parce que c'est peut-être pas sûr, et de ce que moi j'ai vu, je trouve que Jack, c'est bête à dire, il a peut-être 1 milliard de berry, mais on dirait que c'est le genre de mec, c'est un petit pris sous l'aile d'un empereur, et qu'en fait il n'a pas la puissance d'un mec à 1 milliard de berry, mais qu'il a la renommée, un peu comme Black là, qui avait pris l'identité de Luffy, et c'est-à-dire qu'il a la renommée, mais qu'il n'a pas la puissance. C'est ce que j'ai l'impression, c'est l'impression qu'il me donne, parce que très sincèrement, des scènes qu'on voit de lui pour le moment, il passe vraiment, voilà, pour un petit par rapport à Queen et par rapport à King, qui donne vraiment ce sentiment d'être, de ce que j'ai vu, d'être, oui, nous on est vraiment des lieutenants de l'empereur le plus puissant. Et je vais accorder ce titre à Kaido. Je ne prends pas dans l'équation Shanks, parce que Shanks, on n'a pas vu ses capacités, mais on va dire que Kaido, c'est le plus puissant parce qu'il a une grosse flotte et et voilà. Et il gère un pays et compagnie. Je ne sais pas, Shanks, il doit avoir des territoires sous sa protection, mais Shanks, on va le mettre un peu en mode égalité avec Kaido, mais vu que Kaido est plus hardcore, Kaido est le plus dangereux des empereurs, donc le plus puissant. Ensuite, dans les scans que j'ai vus, on a Usopp et les petits de l'équipage de l'eau, dont j'ai oublié les noms, qui distribuent des flyers. Alors moi, il y a marqué signe en croissant de lune, mais moi, je vois plus que ces deux signes un peu en feu croisés avec un croissant de lune. Ouais, ils disent croissant de lune retourné, mais avec un croissant de lune comme il faut. Dès là, moi, je suis un peu teasé. Je sais qu'il va y avoir une grosse alliance, donc je suis un peu teasé. On a Komazo l'assassin, que j'ai appelé le fantôme faucheur parce qu'on voit une petite scène avec lui où il a une faux, et je trouve que l'idée de l'arme de la faux est très stylée. Je suis très content que dans Paladin, le jeu auquel je joue, il y a un personnage avec une faux qui va sortir, le fantôme faucheur. On a Imitsu Mitsu, le fantôme voleur, c'est un mec un peu scred et tout, qui vole les riches pour donner aux pauvres, et il y a tout un tas d'autres guerriers qui sont... euh, qui sont en train d'être recrutés au moment où je lis, et ça donne vraiment de l'engouement, ça donne vraiment envie en fait de vite rattraper les scans pour vite savoir ce qui se passe, pour vite voir le début de la bataille. Je voulais attendre que l'Arquano se termine pour pouvoir tout me mater d'un coup, mais je risque de pas pouvoir le faire, donc je préfère rattraper là petit à petit comme il se doit. Ensuite, durant justement cette phase de recrutement, on a un doyen, un ancien, un vieil homme, quoi, qui explique en gros que lui, il peut pas. Il y a 10 ans, il l'aurait fait, mais là maintenant, il est trop vieux. Que les arts martiaux sont interdits à Wano Kuni, donc le judo, le karaté, et je sais pas, le kung-fu peut-être, mais dans le kung-fu c'est chinois. Judo, karaté, c'est ce que je me souviens. Et ça fait qu'il y a que les samouraïs qui ont le droit de porter une épée. Et ça fait vraiment qu'il y a vraiment ce petit côté que Wano Kuni c'est une dictature, et que ça fait un peu vraiment comme sur Volcanic Island où les personnes qui sont un peu les personnes sont à la fois contre leur gré et avec leur gré quand même. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de se plier à la volonté des gens. Je crois qu'il y avait un délire comme quoi Wano avait pas d'informations de l'extérieur du pays, et surtout aussi qu'ils ont ni le droit de partir et que personne n'a le droit de venir, et ça fait vraiment une sorte de... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Une sorte de... Pas de monde parallèle, non, mais une sorte de pays en embargo politique, politique en tout cas. C'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas aux autres, et il n'accepte pas les nouveaux. Donc c'est vraiment le Japon féodal, pour le peu que je m'étais renseigné sur l'histoire du Japon. Et d'ailleurs, je vais parler d'un film qui parle de ce sujet. Justement, à une époque, le Japon ne voulait pas trop s'ouvrir
mais il voulait aussi s'ouvrir en même temps. C'est-à-dire il voulait pas perdre ses traditions, mais il voulait bénéficier du savoir des autres pays. Mais voilà, j'imagine qu'il faudrait connaître mieux l'histoire du Japon pour comprendre pourquoi et est-ce que ça a été aussi compliqué de s'ouvrir au monde pour eux. Et, euh, et ça me fait vraiment penser que Wano, c'est vraiment ce Japon à l'ancienne. Quand on avait vu Marineford qui était inspiré on va dire graphiquement, moi je trouve, de cette idée-là, peut-être que du coup, Oda nous fait un parallèle entre la marine inspirée du Japon féodal qui se serait ouvert, donc avec des tas d'armes, des tas de trucs, mais avec des mecs super hardcore, même s'ils représentent la justice. Et de l'autre côté, on a un pays qui a fait l'inverse et au final ça amène à un contraste mais au même résultat, donc inspiré du Japon féodal. Là on s'intéresse plus aux citoyens, avec Marineford on s'intéresse plus aux forces armées de ce Japon féodal et je trouve que ça fait un beau parallèle dans le sens où voilà à quoi aurait ressemblé le Japon si c'était complètement ouvert avec Marineford. Il y aurait eu des bonnes personnes mais plus de mauvaises personnes qui abusent de leur pouvoir et voilà à quoi aurait ressemblé le Japon si il ne s'était pas ouvert, et ben on serait resté dans notre entre guillemets, dans notre système, où les Yakuza et les trucs auraient tout géré. Je sais qu'au Japon, il y a encore des histoires comme ça, mais le pays s'est modernisé. Ils sont très en avance au niveau de la technologie, et c'est justement parce que le Japon actuel a vraiment fait. Je ne vais pas parler, je vais pas parler de la Seconde Guerre mondiale, mais le Japon actuel s'est vraiment ouvert en partie pour accepter le savoir, partager leur savoir, mais de l'autre côté, ils ont quand même gardé leur tradition. Et je trouve que Wano Kuni et la marine, ça fait un très beau contraste pour dire que, au fond, du fond, s'ouvrir aux autres, et tout en gardant nos traditions, bah voilà, le Japon, on a vraiment fait, et ça fait que le Japon, au-delà des mangas, est un pays intéressant à aller voir, bah parce que c'est à la fois moderne et traditionnel, et je trouve que il y a très peu de pays qui sont comme ça. Les pays sont soit trop traditionnels, soit trop modernes. Et que justement, je trouve que de cette manière-là, Oda nous montre bien que le Japon actuel, malgré les drames qui arrivaient, est un pays qui sait se relever et qui garde ses traditions, car ces traditions sont avant tout des principes et des valeurs de vie humaine que chaque personne devrait potentiellement avoir et éviter que des gens abusent, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, de leur place, de leur pouvoir. Et ça, je trouve que c'est un très très beau contraste. Donc, voilà. Et c'est juste les arts martiaux interdits à Wano Kuni qui m'inspiraient ça, dans le sens où peut-être que ça aurait pu finir comme ça le Japon si c'était pas ouvert au monde. Peut-être que les gens qui étaient en place, qui étaient au pouvoir, auraient fait en sorte que les citoyens n'aient aucune chance. Et je trouve que c'est mon interprétation et je trouve que c'est un très beau message lorsqu'on a l'œuvre One Piece entier dans sa tête de se dire que la marine ça représente le Japon qui s'est ouvert et Wano Kuni représente le Japon qui s'est fermé. Voilà. Ensuite, on voit Usopp qui se balade, qui commence à faire un peu le marchand, le promoteur, le porte-parole, justement pour attirer les guerriers, sûrement pour leur donner des flyers à ceux qu'il faut, et que ceux qui attendent la révolution vont voir ce flyer et vont se dire c'est le moment ou jamais. Donc Usopp qui va utiliser un peu sa faculté de réunir les hommes, qu'on a vu, j'avais pas parlé de ça dans la vidéo d'Usopp, qu'on avait vu à Enies Lobby, où justement il a recruté les deux géants qui étaient au début des ennemis, mais parce qu'ils avaient été manipulés par la marine. Et Usopp va du coup utiliser un peu sa faculté à amener des gens autour de lui. Et on voit vraiment que son mensonge, j'ai 8000 hommes sous mon commandement, est un peu et moins un mensonge qu'avant. Il n'a pas 8000 hommes sous son commandement, mais il recrute des tas d'hommes, que ce soit en étant God Usopp, que ce soit à Enies Lobby en étant Sogeking, et maintenant à Wano en étant déguisé en citoyen lambda. Je crois que lui, c'est marchand, hein, comme il avait fait à Skypea. Et je trouve que c'est quelque chose assez intéressant pour le caractère du personnage, de vraiment voir que Usopp, voilà, il est utile pour l'équipage de cette manière. Et ça fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir un combat sérieux de Usopp, parce que je pense que Usopp, c'est un personnage qui même à Dressrosa, du coup, bon, après, c'était contre Sugar, et le pouvoir de je te touche, je gagne. C'était un pouvoir super dur à affronter. Heureusement qu'il l'a fait flipper à cause de quoi là je sais même plus trop comment ça s'est passé, mais je crois qu'il y avait une histoire de boule piquante. Robin allait essayer de le faire, et je crois que
Et je sais plus du tout, je crois que c'est Usopp qui l'a mangé pour finir. Faudrait que je regarde l'arc d'Astrosa, mais la gueule qui lui sort pour la faire s'évanouir, elle est marquée dans mon esprit à jamais. J'adore quand Oda il fait des visages déformés par l'étonnement et par plein de trucs. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a l'infiltration dans le château d'Orochi. On voit Nami qui est une Kunoichi novice. Et justement, voilà, c'est pareil pour Nami, pour son caractère, c'est une voleuse, donc une Kunoichi. Ce serait intéressant à faire. C'est vrai que je trouve que, l'air de rien, au fil du temps, parce que Nami était présentée comme étant une voleuse au début du manga, c'est vrai qu'au fil du temps, ça s'est un peu perdu maintenant que j'y repense. Nami la voleuse, on la voit plus comme étant une sorte de businessman, de comptable, de navigatrice, bien évidemment, mais on voit de moins en moins cette faculté qu'elle a à voler les choses. Je dis pas que de temps en temps, elle n'a pas une petite scène où il faut voler, je crois me souvenir de tête comme ça. Et je trouve que c'est intéressant du coup de pousser un peu ce petit côté qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire discret, caché, silencieuse, Nami patte de velours. Euh, Ouais, je crois qu'il y avait une traduction française qu'il faut pas que je dise parce que ça fait un peu, un peu film porno. Et c'était, on va dire Nami patte de velours. Voilà, on va dire Nami patte de velours. Je connais pas le nom japonais. Mais voilà, voilà. Ensuite, on a Sanji, son stand de nourriture. Alors voilà, je rappelle que Sanji, pendant 2 ans, il s'est entraîné à choper des recettes pour rendre son équipage plus fort. Et de l'autre côté, il a passé ses journées à fuir les les newcomers, pour pas dire un mot qui pourrait paraître dégradant. Et du coup, on voit vraiment voilà, cette utilisation, chacun un peu de leurs capacités qu'ils ont toujours eues et pour lesquelles ils ont été au fond recrutés. Ils ont rejoint Luffy à la base, Usopp avec ses discours, Nami avec sa faculté à pouvoir s'infiltrer et à voler les choses, et Sanji avec tout simplement les plats qu'il prépare. Je trouve que ça fait l'air de rien un petit coup de nostalgie. Donc tout ça se passe avant le combat Page One, donc je pense que je vais sauter la review du scan Page One parce que j'en ai parlé dans la review acte 1 et je me rends compte que j'ai pas trop parlé de l'acte 1 en soi, mais j'ai parlé de là où je m'étais à peu près arrêté, comme c'était le début de l'acte 2, j'ai pas mis acte 2 parce que là je suis en train de le lire justement. Voilà, voilà. De l'autre côté, on voit du coup Luffy et Kid, tous les deux prisonniers, qui se retrouvent du coup dans le goulag de Wano Kuni. Et on voit vraiment leur détermination. Et c'est justement la question qui est soulevée par les autres, parce qu'ils ont mis en place des règles qui ne sont pas censées être suivies. Ouais, 5 blocs. Je crois que c'est ça, je crois. Je crois que c'est 5 blocs, une boulette vite fait. Je crois que je sais pas, un soba peut-être. J'ai pas fait vraiment attention, mais une petite portion. Et donc, si tu veux avoir une grosse portion, il faut que tu ramènes plein de blocs. Et on voit justement un vieil homme qui, bah, du coup, n'a pas la force de le faire, enfin, il arrive à le faire parce qu'il a de la bouffe à la fin, mais qui, du coup, ne peut pas manger à sa faim et qui va potentiellement mourir. Et, et ça fait que du coup, voilà, genre, c'est vraiment hardcore. Et je pense que c'est inspiré, moi, ça me fait penser à l'époque à la Russie sous Staline. Ça me fait penser, c'est les goulags où c'est vraiment là où on envoie les gens en prison justement pour plus qu'ils aient envie d'y aller, en mode, voilà, on va vous épuiser jusqu'à la mort. Et tu purgeras ta peine ici, et même quand tu auras purgé ta peine, au fond, nous on a besoin que vous fassiez ça, donc tu resteras quand même. Et ça fait que du coup, vu que c'est pas un sujet sur lequel je suis très renseigné, la chose que je vais aborder, c'est la question que je pose, c'est comment briser l'esprit d'un homme de manière plus générale, parce que voilà, on dit qu'on ne peut pas briser l'esprit de Luffy, qui donne ce sentiment qu'on ne peut pas non plus aussi briser son esprit. On les voit un peu se confronter en mode rivalité à la Sanji Zoro. Et du coup, voilà, là, je me pose cette question, comment briser l'esprit d'un homme? Et personnellement, moi, je pense que pour briser l'esprit d'un homme aussi déterminé que Luffy ou Kid, il faut détruire son rêve. Et du coup, c'est un thème qui pourrait peut-être prochainement être abordé dans One Piece. Comme m'ont dit les abonnés, One Piece nous apprend à vivre nos rêves, mais comment est-ce qu'on peut... peut-être qu'il a déjà été abordé, il faudrait que je me remate tout avec ma nouvelle vision de la vie, il faudrait que je me remate tout One Piece. Mais du coup, comment faire, ouais, ça a été abordé vite fait avec Crocodile qui voulait devenir roi des pirates, mais qui s'est rendu compte qu'il y avait trop de mecs trop forts, donc est revenu et qui a décidé de gérer un pays en étant Shichibukai. Euh, mais, euh,
Mais ça n'a pas été abordé très en profondeur, ça a plus été teasé, et ça fait que du coup, ça pourrait peut-être être intéressant dans le futur du manga de voir que quelqu'un comme Luffy n'arrive pas à atteindre son rêve dans un premier temps, et que justement, voir un peu comment est-ce qu'il réagit à ça, mais connaissant Luffy, même s'il n'y arrive pas, il sera là en mode non, mais je vais continuer d'essayer jusqu'à y arriver. Donc peut-être avec un autre personnage, et du coup peut-être que ce sera abordé dans l'arc Wano, parce on voit très clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient le retour des fameux samouraïs, qui ont été ramenés au temps, qui ont été expliqués dans l'acte 1 que voilà, on était là-bas il y a 20 ans et le fruit du temps nous a poussé dans 20 ans et maintenant on est de retour pour sauver notre pays. Et peut-être que du coup, ce thème sera prochainement abordé dans One Piece, comment surmonter l'échec de ne pas avoir atteint un de ses rêves. Et j'ai vraiment assez hâte si Oda décide d'aborder ce sujet, parce que Oda, l'air de rien, il a une certaine sagesse dans la manière dont il raconte ses histoires. Et je serais bien curieux de voir quels conseils on pourrait tirer de One Piece pour si tu n'arrives pas à atteindre des rêves, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois aborder le problème. Voilà. Ensuite, moi j'aimerais parler du personnage intrigant de Koshiro, qui est le samouraï boss Yakuza du clan Koshiro, justement, à son nom, qui travaille auprès d'Orochi. Alors je crois que le titre d'Orochi c'est Shogun, et justement c'est le poste que Momonosuke va occuper. Et du coup, ça pourrait être intéressant de voir ça avec Momonosuke en refaisant un lien en mode l'équipage ne peut pas battre Kaido, mais ils devront battre en retraite comme ils ont dû faire contre Big Mom. Voilà, ça pourrait être intéressant avec Momonosuke de voir, vu que c'est un enfant et tout, qui peut se perdre espoir dans son rêve et que le fils lui fasse la morale, ça pourrait être intéressant comme scène. Mais j'attends de voir, j'attends de rattraper les scans et peut-être que j'arriverai à la conclusion que ouais, Kaido il va se faire éclater. Mais personnellement, je reste quand même ancré sur mon idée que moi, je veux voir Luffy versus Kaido 1v1, je veux voir Luffy atteindre le niveau d'un empereur, et donc ce combat-là, j'aimerais que Luffy gagne, mais comme je n'ai pas vu l'évolution de Luffy à travers ses aventures depuis Zou, depuis Dressrosa, après Dressrosa, je ne l'ai pas vu atteindre le niveau d'un empereur, donc ce sera l'acceptation de la défaite. Je veux même pas qu'il y ait genre 40 personnes sur Kaido, peut-être 40 personnes sur Kaido au début, mais qu'à la fin ce soit vraiment Kid, Luffy et Law qui soient encore debout, que même Zoro et Sanji à cause de leur combat contre King et Queen. Je sais pas comment ça se passe, hein, je sais pas comment c'est construit pour le moment les batailles, mais j'aimerais vraiment voir Kaido au moins affronter que l'Alliance, parce que je pense que ça pourrait être intéressant de voir justement ces trois membres de la pire génération faire face à un empereur et voir s'ils sont capables de lui tenir tête ou pas. Et j'aime beaucoup mon idée de ils n'y arriveront pas, donc Shanks devra revenir dans l'histoire pour justement être plus développé au-delà de l'histoire de quand Luffy était petit et juste sa petite intervention au Marineford où le mec il est tellement balèze, tout le monde se calme, j'arrive, coucou, je m'appelle Shanks, je ne sais pas si vous avez entendu parler de moi, mais bref, peu importe, j'en ai marre de cette guerre, est-ce que vous pouvez pas juste vous arrêter là? Ok. Voilà, c'était vraiment une scène assez épique où on utilisait la puissance. Il avait justement fait face à Kaido. Et donc le personnage de Koroshi, je trouve super intéressant parce que je pense que c'est ce qui se passe, hein, et j'ai parlé à mon frère, mais je me souviens plus de ce qu'il m'avait répondu. Je sens que lui aussi, il avait attendu le retour. Mais qu'en attendant le retour, il s'était dit, bah, si jamais ils reviennent pas, qu'est-ce que je vais faire? Bah, autant travailler pour le nouveau shogun. Et on peut voir justement qu'il ne porte pas de respect, c'était utilisé dans l'acte 1, je crois qu'il l'avait dit à Robin, qu'il ne porte pas trop dans son haute estime Orochi, et que du coup, à tout moment, lorsqu'il sentira qu'il pourra faire face à Kaido et son équipage avec d'autres personnes, il pourra se retourner. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est peut-être aussi ce que m'a dit mon frère, donc le subconscient s'en souvient. Et du coup, voilà. Donc on voit attaquer le stand et ce sera le teaser du combat Sanji versus Phase One. J'éviterai d'en parler dans la review des scans qui en parlent. J'essaierai d'aborder d'autres sujets que j'ai pas spécialement abordés parce que je me suis vraiment concentré sur Sanji. J'ai pas parlé par exemple de Page White et du poste qu'il occupe. Je vais lire les scans et je verrai au flow. Et je vais continuer du coup cette review. Alors ensuite, c'est un sujet que voilà, je voulais aborder parce que c'est quelque chose avec South Park que mon oncle m'avait teasé. Parfois, c'est dur de traduire une blague. Et justement, là, je suis bien curieux de voir comment la vraie VF, respect à ceux qui traduisent les scans, très sincèrement, mais j'ai hâte de voir comment la vraie VF va faire pour traduire la petite blague que fait en fait une petite fille qui s'appelle Toko. Voilà, les mecs ils avaient fait renverser, ils avaient jeté sa bouffe par terre, ça a énervé Sanji, tout le monde partait, le stand est fermé, il les a éclatés avec Franky en soutien. Et du coup il donne à Toko qui se présente avec un grand sourire, qui je crois d'ailleurs j'avais un peu lu la suite, euh, j'y suis pas encore donc on verra bien. Mais du coup elle fait un jeu de mots en disant ouais je m'appelle Toko, dis-le en disant oh au début, oh Toko. Et là elle rigole en mode ah mais je suis une fille, pas un garçon. Et
Justement, Otoko, ça veut dire garçon, mais je me demande comment on va faire pour traduire cette blague en VF, parce que Toko, il faudrait trouver un équivalent, mais il faudrait pas changer son nom, mais euh, il faut, il faudrait, je sais pas du tout, je suis en train d'y réfléchir, mais voilà, la traduction des jeux de mots, que ce soit dans les œuvres anglaises ou dans les œuvres françaises de ce genre-là, c'est vraiment très très dur. Et bien évidemment, il faut pas que les auteurs arrêtent de faire des jeux de mots dans leur langue d'origine, hein. Je pense que c'est assez important et que nous, il faudrait qu'on se renseigne. Mais comment dire, à nous, en tant que lecteurs français, je vous mens pas, que moi, quand je vois une blague avec un jeu de mots qui est traduit avec le jeu de mots origine japonaise alors que tout le reste du dialogue est français, ça casse un peu ma suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que il y avait à l'époque Oda comment on appelle ça, les lettres au lecteur là, qui reçoit, il y en avait un qui lui avait dit pourquoi tous les personnages de One Piece, alors qu'on voyage à travers le monde, parlent tous la même langue. Et Oda avait dit c'est parce qu'ils parlent un truc du genre, c'est parce qu'ils parlent tous la langue du cœur ou de l'âme, et donc du coup tout le monde se comprend. Et, déjà, niveau narratif, tu vas pas faire parler 47 milliards de langues à d'autres personnes, il faut que tu restes concentré, à part si tu fais un truc un peu réaliste et où il y a un étranger, mais l'étranger il connaît quelques mots toujours. Euh, c'est quelque chose d'assez compliqué. Lorsqu'on fait une œuvre, en fait, il faut pas. Les jeux de mots, il faut les faire, mais il faut aussi partir du principe que cette œuvre va être potentiellement traduite. Et du coup, que les jeux de mots trop compliqués à traduire, faut. Voilà, c'est un peu bête après y à penser. Je pense pas que ça gêne vraiment, mais ça fait que du coup, quand j'ai vu ce petit truc, genre ça a vraiment tué ma suspension d'incrédulité. Je vous invite à regarder les vidéos de Karim Debache, que ce soit Chroma ou comment ça s'appelait l'autre Chroma ou comment ça s'appelait la première? Chroma, c'était la deuxième qu'il a fait sur Dailymotion, et la première c'était j'ai regardé sur internet, c'est très important pour moi de vous le dire. Crossed, Crossed, cross comme crossover et à la fin ED, Crossed. Oui, 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 donc du coup, la suspension d'incrédulité est très importante dans une œuvre quand on est concentré qu'elle est cohérente, qu'elle est convaincante. Il faut la maintenir et donc les jeux de mots trop compliqués à traduire et du coup la plupart du temps la VF est obligée de soit le laisser comme il est, soit de complètement changer le dialogue et de faire une autre blague. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix parce que je vous mens pas, au moment où j'ai lu ça, encore quand c'est un mot japonais que je connais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent français, je peux comprendre. Genre par exemple les soba, c'est le nom d'un plat, donc on peut pas trop, c'est une boulette de je sais pas trop quoi. Et, euh, et justement, faut faire attention à la suspension d'incrédulité dans une œuvre. C'est très important que la personne ne se sente pas, au bout d'un moment, alors qu'elle est vraiment dans l'œuvre, et c'est très important qu'elle y reste dans l'œuvre. Voilà, voilà. Ensuite, on a Loiran, Loiran, je ne sais pas comment le prononcer, on va dire Loiran, qui est teasé, la star de Wano Kuni, euh, Komorasaki, une belle femme. Et du coup, bon, là, c'est pas encore abordé dans les scans, mais du coup, ça va bifurquer, et je vais parler du coup de l'infiltration que Robin avait fait en tant que geisha. Robin, c'est la geisha infiltrée, elle obtient une place près de cette personne. Je sais vers où ça va mener, j'avais déjà lu les scans, je reprends juste depuis le début de l'arc de l'acte 2 pour me remettre dans le move. Et Kumorasaki, il me semble que c'est vraiment une femme qui abuse de son statut. Justement, donc, on revient sur le thème de les gens au pouvoir et les gens nanani pourraient abuser de leur fonction, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le cas dans un monde moderne, mais après, il faut pas avoir des complots partout. Et on voit bien qu'elle transforme tous les hommes qu'elle croise en Sanji, et c'est très intéressant parce que c'était vers là où je m'étais arrêté. Orochi, donc le shogun actuel sous les ordres de Kaido, est un prétendant, il veut l'épouser, et je suis bien curieux voilà, de continuer et de voir ce qui se passe. Donc je m'étais arrêté au scan 927, donc j'ai fait 925, 927, 3 scans, et je pense plutôt que mes reviews, ça va être comme ça à partir de maintenant. Je vais lire plusieurs scans, je vais essayer d'être incisif, en tout cas pour l'acte de Douaneau, et si j'ai vraiment un gros truc à dire, parce que ça m'inspire beaucoup, donc une hypothèse, en gros, je la ferai en hypothèse à part. Et je vous teaserai, oui, je vais pas aborder ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais en faire une vidéo spéciale on va dire hypothèse, théorie ou même review vraiment sur cette partie-là parce que ça peut amener à beaucoup de choses.
Pour le moment, je peux pas trop me permettre de visualiser le futur parce que les réponses, elles sont déjà là. Et je trouve que très sincèrement, voilà, ce début d'acte 2 commence bien. En mode, voilà, ils ont réuni l'armée. Et ça fait que du coup, pour là où vous en êtes, moi, j'ai très hâte de rattraper. Là, je parle un peu doucement parce qu'il y a des membres de ma famille qui dorment, mais je fais ça assez tôt le matin. Et du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter sur, pour l'instant, ces arcs, bah, parce que je peux pas me permettre de commencer à faire des hypothèses. Par contre, la chose, voilà, que j'espère, c'est que j'espère vraiment que chaque membre de l'équipage du chapeau de paille, même Robin, justement, j'aurais pu aborder ça en sujet. D'ailleurs, j'y pensais à faire, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire, alors je vais le dire maintenant. Robin a eu un seul combat à Skypiea. Et je crois qu'elle a eu un seul combat de Skypiea parce que Oda s'est rendu compte que son pouvoir c'était soit une victoire rapide, soit une défaite rapide. Parce que son pouvoir, à la limite de la force physique, elle peut faire pousser plein de membres, mais ça utilise sa force physique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans son combat sur Skypiea. Mais bizarrement, son combat sur Skypiea était justement assez intéressant parce qu'on voyait les limites de ses capacités, qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle veut, mais dans la limite de son gabarit. Et donc là, je suis assez curieux de voir, parce qu'en plus, elle peut faire des clones, elle peut faire plein de trucs. Je suis vraiment assez curieux de voir un combat de Robin à l'arc Wano, parce qu'elle en a pas eu beaucoup. Elle a eu à Skypiea, ensuite il y a eu Water 7, où elle a trahi l'équipage, entre guillemets, où elle a rejoint le CP9. Ensuite, il y a eu Enies Lobby, où elle était prisonnière. Ensuite, elle a fait une prise clutch à Spandam. Ensuite, elle a fait un suplex avec Chopper au docteur, comment il s'appelle déjà? Au Humback, je crois, un truc pas Humback, hein, mais au bac, un truc du genre, celui qui rafistoler les cadavres. Et ensuite, vraiment de souvenirs sur l'île des hommes poissons après l'ellipse. Elle a eu vite fait le mec qui gérait les esclaves, et c'est pareil, elle l'a terminé en 2 secondes avec son clone en mode double soumission, si je me souviens bien. Et ça fait que moi, j'aimerais bien voir un combat de Robin contre quelqu'un, justement pour voir voilà, son pouvoir en combat, comment il fait, ou alors au moins qu'elle soit en mode assassin et qu'elle tue plein de petits ennemis au passage rapide, qu'elle ait beaucoup d'ennemis à affronter, mais après, quand elle a beaucoup d'ennemis à affronter, elle les clutche tous d'un coup. Mais ça pourrait être intéressant de l'avoir, peut-être, vu que son pouvoir lui permet de faire un clone et tout, de l'avoir dans un double combat. Et je trouve que c'est vraiment dommage que Robin, en termes de combat, ne soit pas développée. J'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, le fait que ce soit une source d'information, son lien avec les poneglyphes, mais je pense que ce serait intéressant, du coup, d'un peu la voir se battre. Voilà, j'arrête la review ici pour le moment. Je vous mens pas que je vais probablement en enregistrer d'autres dans la même journée, et je posterai les vidéos, parce que là j'ai plein de vidéos à poster, parce que voilà, moi de mon côté, je vais bientôt travailler. Fin octobre, je démarre un travail. Je signe le contrat lundi. Et ça fait que du coup, j'ai vraiment envie pour le moment de préparer un gros stock de vidéos parce que je vous mens pas qu'au début, une vidéo par jour, c'était vraiment en soutien, entre guillemets, à Oda. Ensuite, j'ai vu que, ouais, il y avait moyen parce que je faisais mes démarches et tout et que j'avais l'occasion de faire les vidéos assez rapidement. Je peux enchaîner le week-end, je peux faire ça en soirée. J'ai vraiment envie en fait de faire de balancer plein de contenus, des vidéos simples à faire, je vous mens pas, parce que j'aime beaucoup parler de One Piece, j'aime beaucoup même parler d'autres sujets, et je sais pas très sincèrement j'aime beaucoup le faire, donc j'ai pas envie de m'arrêter, même si on a perdu un abonné. On était 186, on est passé à 185. Voilà, mais c'est juste que je vous les prépare, cette vidéo, je l'enregistre en octobre et je vous la prépare pour décembre, justement, en mode ouais, cadeau de Noël, je vais parler que de One Piece pendant décembre. Et je pense que j'aurai rattrapé les scans d'ici là. Déjà, je vais lire ceux que j'ai sur ma clé et ensuite je vais rattraper tous les scans. Je vous encourage à acheter les tomes qui sont sortis pour soutenir Oda, justement. Et, euh, et voilà, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis du coup à demain, parce que normalement c'est le lendemain que la suite de la review la suite de la review des reviews rattrapage sortiront. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.